Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci de nous rejoindre pour ce nouveau café presse autour de la table. Qadi Hussein, bonjour. Leila Berato, bonjour, qui est venue nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour. Abed Sharif. Bonjour. Saïd Jafar. Bonjour. Et Khalid Rani. Bonjour. Bonjour messieurs. On va faire le tour des tables. Oui, Hussein, tu voulais... Messieurs, mademoiselle. Ah oui, c'est vrai. À force, j'ai fini par m'habituer. C'est mauvais, ça. Bonjour Lila. Bonjour. Je suis très contente que tu sois là. Très, très contente que tu sois là. On va essayer de faire l'équilibre autour de cette table. D'habitude, c'est très dur. Il va falloir revenir, si ça se passe bien, ça c'est certain. On va commencer peut-être par toi. On a l'habitude de faire le tour de table pour voir un petit peu ce qui a marqué en un mot l'actualité. Pour toi, pour moi, c'est le débat à l'Assemblée nationale sur la loi pour lutter contre les violences faites aux femmes et les propos qui me semblent hors de contexte de certains députés qui estiment que les femmes sont responsables des violences qu'elles subissent. C'était normal que ce soit elle qui en parle, Hussein, je suis désolée. J'ai levé la main au ciel parce que c'est exactement ça que je voulais citer. Ouais. Et bon, je dirais comme elle a dit elle. Ouais. Des propos odieux, il faut les qualifier. Pourquoi pour toi aussi, Saïd? Oui, bien sûr. C'est scandaleux. Oui. Abed. Moi, ce que je note, c'est la concurrence pour régler la crise à Ain Salah. Il y a deux personnalités qui sont en concurrence, Rachid Nekej et le général Athar Nia. Khaled. Ce qui m'a frappé cette semaine, c'est le discours du Premier ministre israélien au Capitole, qui se rend à Washington, qui ne sera pas reçu par l'administration américaine et qui défie Barack Obama sur ses propres terres. Bon, alors je vous annonce d'emblée que cette émission va tourner autour de deux grands sujets phares, même si l'un d'eux n'a pas été évoqué ici autour de cette table. C'est l'accord qui a été paraphé entre les groupes armés maliens et Bamako, donc l'autorité centrale, sous la médiation algérienne. Ça, on en parlera tout à l'heure en deuxième partie. Mais la première, on va la consacrer quand même à Ain Salah parce que les choses ont évolué cette semaine. On redoutait ici autour de cette table que les choses dégénèrent. Ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a même eu des blessés, des confrontations avec la police, avec les services de l'ordre. Il y a eu des blessés. L'intervention de l'armée qui s'est interposée finalement entre les manifestants et la police pour ramener le calme. Le calme est revenu, mais il y a une tension qui est encore vive aujourd'hui et surtout aucune visibilité sur l'évolution de la chose sur la solution à la crise. Alors la question c'est, est-ce qu'on est en train d'assister, la première, est-ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui à un contrôle qui échappe au pouvoir et en même temps peut-être au mouvement, au meneur de ce mouvement? Non, j'interviens, je dis deux mots sur quelque chose un peu à côté. Tu as dit l'armée s'est interposée entre les manifestants et les non, c'est ce que certains journaux ont dit. À mon avis, c'est faux. Ça se discute. Donc, j'aimerais qu'on en parle effectivement, mais on y reviendra dans un petit instant. Non, si le problème, le problème est mal posé si tu l'abordes de cette manière. Ça suppose qu'il y a des manifestants et des forces de police qui sont face à face et que l'armée se met dans une position de neutralité entre les deux, ce qui suppose une certaine sympathie avec... C'est un schéma qui est totalement faux, qui amène à une lecture qui est fausse des événements. Oui, c'est une lecture et justement le problème de la lecture de cet événement a été le souci cette semaine et on peut en faire beaucoup ici autour de cette table. C'est une des lectures. Mais on va en parler, c'est certain que c'est une source et ce sera à l'origine du débat. Mais d'abord, comment est-ce que vous avez vécu, vous, l'évolution de cette situation? Est-ce qu'on est en train de perdre le contrôle, que ce soit par rapport au mouvement et aux meneurs de ce mouvement ou encore au pouvoir? Vu la réaction de l'armée ou de la police. À mon avis, la visite du général-major chef de la 6e région militaire pose une question. Est-ce qu'il est parti en tant qu'émissaire du gouvernement ou est-ce qu'il est parti en tant seulement qu'émissaire de l'armée? Selon les représentants des militants de Ain Salah qui l'ont donc rencontré avant-hier, pour eux, c'est le représentant de l'armée qui est venu. Est-ce qu'il va réussir ou les civils ont échoué ou le PDG de Sonatrach a échoué ou le patron de la police? Parce que même
Même le général Hemel s'est rendu sur place. Mais apparemment, les discussions avec le chef de la 6e région ont porté leurs fruits, selon les dires de certains militants que nous avons pu contacter hier. Il les a entendus. Il a dénoncé les violences commises par les policiers, mais aussi par les gendarmes, pour ne pas dire qu'il est seulement contre les policiers. Et surtout, une phrase est sortie d'un communiqué que le ministère de la Défense n'a pas dit. Cette phrase qui est sortie, c'est « Je vais transmettre vos doléances au vice-ministre de la Défense ». Donc là, je pense que c'est clairement dit, c'est le vice-ministre de la Défense, c'est l'armée qui prend en charge le dossier du gaz de schiste à Ain Salah. À voir maintenant quels seront les résultats. Il y a eu quand même une mise au point assez nette sur cette question, qui est sur le site du ministère de la Défense nationale, qui explique que le général Hatem Nia est allé à la demande du haut commandement de l'armée. Hein. Deuxièmement, il n'y a rien il y a un rejet implicite de l'affirmation comme quoi Hatem Nia aurait désavoué les forces de police et de la gendarmerie. La preuve, il dit dans le communiqué, juste après la réunion avec les gens de la société civile de Ain Salah, il s'est réuni avec les forces de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un conflit avec les forces de sécurité. Il y a eu, dans cette mise au point, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que effectivement, le ministère de la Défense nationale s'est senti obligé de faire une mise au point parce que sur Ain Salah, et c'est la force du mouvement de Ain Salah, la communication vient essentiellement des militants. Du côté du pouvoir, c'est le néant. Et c'est la première fois où le ministère de la Défense a essayé de rétablir une information qui a été donnée uniquement par le biais des militants. Est-ce que c'est une erreur de communication, justement, ou est-ce que la lecture qu'on en a fait est une lecture selon? Question. Oui, il est là. Moi, je pense que les militants de Ain Salah, jusqu'à aujourd'hui, nous ont habitués à nous dire des choses qui se sont toujours avérées justes. Donc moi, j'ai aucune raison de penser que ce qu'a dit le général Hatem Nia est fou. À mon avis, le général Hatem Nia est venu pour apaiser, et les propos qu'il a tenus et qui ont été rapportés par les animateurs du mouvement Ain Salah sont vrais. Quand il a été recadré, quand ça a été recadré par le MDN, c'est un recadrage d'abord de la communication du chef de la 6e région militaire. C'est-à-dire qu'il a été beaucoup plus loin que ce qu'il était autorisé à dire. Maintenant, lui, il est sur le site. Lui, il est dans le sud. Lui, il est à Tamnasset, où il y a eu des manifestations de soutien à Ain Salah. Donc lui, il est sur la première ligne, et donc lui a intérêt objectivement à jouer la carte de l'apaisement. Donc voilà, donc en fait, on est dans cette contrainte. Le MDN peut dire ce qu'il veut. Le chef de la région militaire, quand il a été face au mouvement et qu'il a vu que la ville s'était dressée aux côtés des jeunes qui sont sur les barricades, il a tenu ce langage-là. Maintenant, évidemment, c'est un langage que lui, après, il n'est pas sûr que le gouvernement, lui, par contre, le gouvernement nous habitue à mentir et à ne pas tenir ses promesses. Mais il faut bien comprendre qu'on est dans ce cas de figure, c'est-à-dire dans le cas de figure d'une situation qui risque de très mal évoluer et d'ouvrir un contexte de crise pour lequel le gouvernement n'est politiquement pas préparé et sécuritairement pas plus préparé que ça. Et dans la continuité de ce que tu as dit sur le mensonge du gouvernement, à retenir aussi cette phrase culte prononcée cette semaine par le Premier ministre à la sortie du Parlement, lorsqu'il a posé une question sur Ain Salah, il a dit « Makan walou l'hala rahi labas ». Pour le Premier ministre, il n'y a rien du tout à Ain Salah aujourd'hui. C'est la ligne de... Voilà. Et Ihsan a décidé que les manifestations disaient vrai, que le général le ministère de la Défense disait faux. C'est pas le général de la Défense, c'est Mania. Le MDN n'était pas là-bas. Non. Toi, tu tiens beaucoup à la précision des faits. Le MDN qui a fait le communiqué n'était pas à Ain Salah. Celui qui était à Ain Salah, c'est le général Hatem Nia. Et ceux qui ont rapporté, ce sont ceux qui ont parlé au général Hatem Nia. Le MDN n'était pas à Ain Salah, tu exagères. Il a des représentants qualifiés à Ain Salah qui étaient là-bas. C'est-à-dire, on ne peut pas dire le MDN. Non. Tu peux dire qu'au niveau central du MDN, on a décidé de recadrer l'information. Non, je parle des gens qui... Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas informés. Non, je veux dire, ceux qui ont fait le communiqué à la tête du MDN, ce ne sont pas eux qui étaient sur place à Ain Salah. Ils ont d'abord retoqué leur émissaire. Voilà. Avec la permission de Qadi Ihsan, je vais quand même dire une phrase. Les protestataires ont dit quelque chose, le ministère de la Défense a dit autre chose. Raisonnablement,
Moi, je pense que c'est le ministère qui est plus proche de la réalité parce que je ne vois pas un chef de région militaire dire à des manifestants qu'il va sanctionner des policiers et des gendarmes. Non, ça se passe autrement. Ces gens-là ont un discours, une méthode de travail, une manière de parler qui est différente. Donc, voilà. Là, ça m'amène à la deuxième remarque. Sur ce qui a été dit, nous sommes dans un conflit sérieux, ça castagne, ça donne des coups, etc. Dans ce genre d'histoire, les sources deviennent problématiques pour la presse. Il faut identifier ces sources. Les protestataires ne sont pas une source. C'est Flynn qui est président de telle association qui est une source. C'est le ministère de la Défense qui est une source. Donc, il faut qu'on apprenne à gérer ces sources dans les cas de conflit. Maintenant, je passe au plus grave, à mon avis, dans cette histoire. J'en retiens quoi? Je retiens que deux choses. Le fait que le chef de la 6e région militaire aille là-bas confirme ce qu'on a dit autour de cette table. Il n'y a plus d'institutions crédibles. Ça y est. On a tout grillé, le ministre, le PDG de Sonatrach, le Premier ministre, le Président de la République, les chefs de parti, on n'en parle plus. Donc tous ces gens-là, ça y est, c'est consommé, c'est jeté à la poubelle. La deuxième chose, c'est que le chef de la région militaire est allé sur instruction du haut commandement de l'armée. Ça suppose que le haut commandement de l'armée considère désormais cette question comme une question de sécurité nationale. L'armée ne s'occupe pas de troubles de l'ordre public au sens traditionnel, s'occupe des questions de sécurité. Et donc voilà, c'est un cran au-dessus. Je ne suis pas sûre qu'il soit allé discuter avec les opposants parce que le chef d'état-major lui a demandé. Moi, l'information que j'ai lue, c'est qu'il a été... L'information qui a circulé, c'est qu'il a été sollicité. Le commandant de la 6e région militaire a été sollicité. Les meneurs de ce mouvement sont allés à sa rencontre. Ils lui ont demandé d'intervenir. Voilà l'information qui a circulé. Celui-là, on ne peut pas dire ça. Un chef de région militaire... Moi, je suis en train de relever... Non, les informations qui ont circulé... Après, pose le problème de la source, peut-être. Je termine cette phrase. Il faut jeter ce type d'informations à la poubelle. Un chef de région militaire ne se déplace pas à Ain Salah comme ça. Oui, mais non, je suis désolé. Nous vivons dans un contexte où tout est possible. Donc c'est vrai que après le problème, excuse-moi, Hersen, après c'est vrai que le problème de la source peut être posé, mais nous vivons dans un contexte particulier où rien n'est fait de manière normale. C'est pareil quand tu dis que le communiqué du ministère de la Défense et est-ce que on dit les meneurs du mouvement, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Mais si, qu'est-ce qu'il y a de différent finalement? Est-ce qu'il y a un désaveu? C'est important, Hersen. À mon avis, si tu veux bien, c'est important. Est-ce qu'on peut? Il y a un désaveu pour moi. Il y a un désaveu, pour moi, ça n'engage que moi, il y a un désaveu de ce qui aurait pu être dit par le général Atmania aux protestants. Voilà, de mon point de vue, c'est cela. Mais ce qu'il faut retenir de l'intervention de Abd, à mon avis, et c'est peut-être le plus important, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le haut commandement de l'armée, la haute hiérarchie, considère que l'affaire de Ain Salah devient une affaire de sécurité nationale. C'en était une en filigrane depuis le début. Aujourd'hui, c'est avoué comme tel. Le risque, quel est-il? C'est que toutes les populations des villes du Sud s'identifient au combat de Ain Salah. Et là, je m'arrête quand même une seconde, parce qu'on aime bien faire la critique de la presse nationale dans le CPP. On va faire aussi un peu la critique du CPP. Il y a eu des voix dans ce CPP pour dire, je vise personne, mais bon, ceux qui se sentiront concernés vont répondre, que peut-être cette manifestation avait juste un volet social de revendication, que si on allait arroser les gens d'Ain Salah avec les bonnes mesures, le gaz de schiste, c'était peut-être pas ça leur problème en premier. Bon, je crois qu'on s'est un peu gouré sur cela. Tu peux regarder du côté de Saïd, c'est lui qui a dit ça. Donc voilà, de ce point de vue-là, on a été démenti par les faits. Les gens d'Ain Salah sont restés sur leur position. Ils ne veulent pas de cette activité industrielle dangereuse qu'ils considèrent comme telle. Bon, c'est eux qui le disent, hein, ils n'en veulent pas à 25 km de leur maison. Et donc, c'est quand même une donnée importante qui fait que le problème va continuer à se poser de manière durable et qu'on ne peut pas régler
par de l'argent simplement les revendications des gens du Sud. Alors on n'a pas réussi sur le plan politique comme d'habitude et c'est finalement le sécuritaire qui est en train de prendre le dessus. C'est ce que tu penses aussi que les choses vont évoluer dans ce sens? Lila, on t'a pas entendu. Moi, je ne suis pas visionnaire. Je ne sais pas ce qui se passera dans une semaine, je ne sais pas ce qui se passera dans 2 semaines. Mais avec ce qui s'est passé ces derniers jours, avec l'arrivée de Rachid Nekaz sur place et la réaction que ça suscite au sein des habitants d'In Salah, je pense qu'il y a une chose qui est très claire, c'est que ces gens-là veulent être considérés comme des interlocuteurs. Ils ne veulent pas qu'on leur dise vous n'êtes que des habitants, vous n'avez jamais fait de politique, vous n'y connaissez rien, c'est nous les experts, c'est nous qui savons. Ils veulent être considérés comme des interlocuteurs. Ils sont citoyens, ils payent leurs impôts, ils vivent là, ils font vivre ce Sud. Ce sont eux qui maintiennent cet endroit viable. Donc il faut les écouter. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, qui est à mon avis à la fois sécuritaire et politique, c'est de les considérer comme des interlocuteurs. Et que le pouvoir politique sécuritaire dise bon, très bien, on va discuter avec vous. Après, c'est à l'État de décider s'il veut poursuivre l'exploitation ou pas, mais en expliquant ses choix, pas en imposant les choses. Alors pour l'instant, pas de moratoire. On ne le voit pas arriver, ni l'arrêt d'ailleurs de l'exploration des puits. On a vu encore, tu l'as cité tout à l'heure, le Premier ministre carrément dire encore mieux que Makenwello à Ain Salah. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on a comme l'impression que les habitants d'Ain Salah vont subir la solution sécuritaire. On a évoqué ce souci ou ce démenti du ministère, ministère de la Défense et ce qui s'est passé sur le terrain avec le mouvement. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que finalement, on ne sent pas l'armée aujourd'hui sur des œufs sur cette affaire, c'est-à-dire on sent bien qu'il y a un échec politique et l'armée ne sait pas comment, peut-être que l'armée ne l'accepte pas finalement cet échec politique et qu'elle ne veuille pas être à chaque fois remise sur le tapis comme ça et au devant d'une crise où des mesures de bon sens peuvent paraître comme étant un échec. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai lu, j'ai pas d'avis tranché sur le gaz de schiste, mais j'ai lu plein d'experts qui disent de toute façon l'exploitation, si elle peut avoir lieu, c'est donc 10-15 ans, qu'il n'y a pas une aussi grande urgence à s'engager tout de suite dans cette histoire. Normalement, un État qui fait face à une situation aussi compliquée, peu importe les raisons, peut s'offrir un moratoire tranquillement sans que ça paraisse comme étant un échec. Or, le système algérien est organisé de telle manière que nous décidons, nous imposons, nous avons tranché, et à ce moment-là, tout recul paraît être un échec et presque une menace d'effondrement du système. C'est vraiment la nature même du système politique algérien qui est en cause dans cette histoire. Le gaz de schiste devient presque secondaire. Il y a un problème qui s'est posé à un moment donné, mais il faudrait peut-être se rendre compte aussi qu'il y a une dynamique d'évolution de ce problème qui, aujourd'hui, s'est complètement transformée par rapport à il y a 2 mois. Aujourd'hui, on a quoi? Ce greffe sur le gaz de schiste, une question qui est totalement inattendue, l'absence de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Qui c'est qui décide finalement? Le chef de la région militaire, qu'est-ce qu'il a à voir avec le gaz de schiste? Où est le pouvoir? Qui décide en Algérie? On se rend compte aujourd'hui que le fait qu'il n'y a pas un pouvoir, je crois que c'est Kamel Daoud qui l'a écrit, cette histoire de Ain Salah, on se rend compte qu'on a besoin d'une voix, d'une présence, d'un président, de quelqu'un qui donne le ton, qui donne les orientations. Et moi, je suis prêt à aller plus loin. Quelqu'un qui prenne de mauvaises décisions, mais au moins que ça soit pris publiquement. Vous vous rendez compte le mal que fait au pays ces lettres du président qui sont lues par un obscur bureaucrate, sans tonalité, sans rien. Tout ça, c'est visqueux, ça se délite. Et bon, voilà. Encore, je ne suis pas très d'accord avec l'idée qu'on a besoin d'un homme qui parle. En réalité, c'est
le résultat d'un mode de gestion politique où les partis sont rien, on les caporalise, les associations sont caporalisées, et il n'existe pas de vie politique. Aujourd'hui, à Ain Salah, il n'y a pas d'interlocuteur. Il y a une société, une contestation qui s'est organisée, mais il n'y a ni FLN, ni RND, ni Wali, ni sous-préfet. C'est totalement vide. La question qui me taraude aujourd'hui, c'est est-ce que le chef de la 6e région militaire est parti à Ain Salah avec l'accord aussi du gouvernement? Est-ce qu'il y a eu une coordination entre le gouvernement et l'armée? C'est le gouvernement qui va là-bas avec l'accord du chef de la 6e région militaire. Oui, je sais. Mais pour parler avec un discours plus officiel, mais pour parler de moratoire, je ne sais pas si le moratoire est d'actualité, surtout après les déclarations faites hier par le sous-secrétaire d'État américain chargé de l'économie qui a dit que les États-Unis étaient prêts à offrir leur aide dans l'exploitation du gaz de schiste si les Algériens le demandaient. Donc voilà, c'est dans un moment un peu délicat que c'était. Mais la question que j'avais posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas les limites à l'intervention militaire là sur cette question, dans une conjoncture politique difficile? Est-ce qu'il n'y a pas d'intervention de l'armée du tout? Il ne devrait pas y avoir d'intervention de l'armée. Elle n'a rien à voir, elle n'a rien à faire. Là, ça s'est fait très mal, Abed. D'où la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une limite de l'intervention militaire sur des questions comme celle-là qui va rester encore posée pendant longtemps? Il faut faire attention, il n'y a pas d'intervention militaire. Il y a un chef de région qui est parti s'informer et qui est parti faire passer un message. Mais pour revenir pour la question précédente, Abed a dit on a besoin d'une autorité qui prenne des décisions, même si c'est de mauvaises décisions. Il faut bien se rendre compte que les mauvaises décisions ont déjà été prises. Les mauvaises décisions dans ce dossier ont déjà été prises. Monsieur Yousfi a décidé, en arrivant à la tête du secteur d'énergie, de faire du gaz de schiste la principale source qui va pallier à la baisse du gaz conventionnel et aux difficultés que va avoir l'Algérie en 2030 pour satisfaire son marché domestique. On note bien, en 2030, c'est Sonelgaz qui le dit, c'est pas moi, 75 milliards de mètres cubes seront nécessaires pour le marché domestique. 75 milliards de mètres cubes, c'est ce qu'on devait exporter. C'est ce qu'on devait exporter. Ils seront nécessaires pour le marché domestique. Et on ne pourra pas les produire. Si on part sur la courbe d'aujourd'hui, on n'arrivera pas à les produire. C'est sûr qu'on n'arrivera pas à les produire. D'où gaz de schiste. Il a décidé tout seul que ce serait le gaz de schiste. Tout seul. Et il a foncé dans ce trip. Il a caché le rythme de la mise en œuvre de son projet. Il l'a caché. Il a menti. Il a dit que ce serait dans 2030, mais il a fait les premiers forages, qui sont des forages. Pour que ça soit des vrais forages qui rendent de vrais résultats, il faut en faire des dizaines. Déjà pour savoir si Ahnet, à côté de Ain Salah, est exploitable commercialement, combien reviendra le million de mètres cubes, il faudra faire beaucoup d'autres forages. Donc il y a eu dans la communication un mensonge. Les mauvaises décisions, elles ont déjà été prises. Aujourd'hui, on a besoin d'une bonne décision. Et la bonne décision, c'est le moratoire. Parce qu'effectivement, on peut arrêter, il n'y a aucune urgence, on peut prendre le temps de réfléchir, de consulter, de redistribuer, de remettre à plat, de parler du modèle de consommation algérien, de parler de la transition énergétique, est-ce que c'est le gaz de schiste qui doit tenir la meilleure place dedans, etc. Ce débat-là, effectivement, personne ne peut l'engager, le moratoire s'impose aujourd'hui. Monsieur Yousfi ne ment jamais, Yassine. Oui. On peut ajouter quand même, pour la précision, que M. Yousfi n'a pas tout à fait menti. Il a changé la loi sur les hydrocarbures. Elle a été publiée en 2013, adoptée par l'Assemblée nationale, dont certains députés l'ont votée, ils sont aujourd'hui contre. Donc, sur le rythme. Et cette loi prévoyait l'exploitation du gaz de schiste. Donc, juste pour nuancer le côté un peu charge, un peu forte sur Yousfi, c'est une décision globale de l'ensemble du pouvoir. Il défend Youssef Yousfi. Non, le MSP, juste, l'a voté, juste pour ramasser deux idées. Moi, j'ai évidemment pas plaidé pour une mauvaise décision. J'ai dit que, quitte à prendre une mauvaise décision, il vaut mieux la prendre et qu'elle soit assumée publiquement par quelqu'un, par des gens, des institutions, et dans le pire des cas, on peut se passer de ces gens et revenir à la bonne décision. C'est dans cet esprit-là. Maintenant, on est face à ce que je déteste le plus, c'est les politiques honteuses. On va vers le gaz de schiste, mais on ne le dit pas. Encore une fois, au risque de choquer, je ne suis pas contre le gaz de schiste comme ça dans l'absolu, ni contre le gaz de schiste.
Donc, ce qui me gêne, c'est ces choix honteux que les gens n'assument pas. Et puis un jour, on découvre 2 ans après ou 18 mois après qu'il y a des forages pour le gaz de schiste. C'est quoi ça? En fait, on est dans le 4e mandat et une décision, un 4e mandat très contestable avec tout ce qu'il y a, et une décision de moratoire passerait pour un coup mortel au 4e mandat. C'est un peu l'appréciation que les gens du pouvoir ont de la situation. Saïd, il faut noter quand même qu'il y a eu un pas de fait vers le moratoire. Dans une communication officielle, je crois que c'était celle de la présidence, il a été dit que ces 2 forages iraient à terme et qu'on marquerait une pause après ces 2 forages pour évaluer le potentiel, etc. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, il faut changer parce qu'il se passe ce qui se passe. Il faut arrêter tout de suite, dédommager les partenaires étrangers de son intraque et prendre le temps de remettre à place le dossier. Celles-là, les Bouteflika peuvent dire on va marquer une pause de 3 à 4 ans, mais ils ne peuvent pas dire le moratoire. Ça veut dire céder à ce qu'ils considèrent comme leur adversaire. Je vais parler aussi de mes articles. Mon article de cette semaine, la chronique d'Al-Watan, propose que ce soit l'Assemblée nationale qui prenne sur elle, puisqu'il y a une protestation forte contre le gaz de schiste, de voter une loi qui aurait force de loi, puisque c'est une loi, la force du droit, de moratoire de 2 ou 3 ans, afin de remettre tout à plat. Donc tu proposes une révolution à partir du gaz du schiste. Mais depuis quand l'Assemblée nationale... Elle est en route. C'est une vraie révolution. C'est une vraie impasse parce que prononcer un moratoire, ça sera très difficile et on l'a dit autour de cette table. Si le gouvernement se range à l'idée du moratoire qui semble la plus raisonnable aujourd'hui, il va dire aux Algériens, je ne tiens compte du point de vue de personnes qui ne sortent pas dans la rue, qui ne bloquent pas l'activité. Mais les Algériens le savent déjà, ça. Ce message, oui, mais si le pouvoir délivre encore une fois ce message, il faut quand même essayer de voir ce que ça va donner. Et pour la fermeté, on l'a compris. Non, pas du tout, mais pas du tout. Non, moi je suis pour le départ du gouvernement dans son ensemble. Et que des gens qui acceptent de débattre et de mettre en place autre chose par le relais. Le moratoire, on semble un petit peu loin, pour l'instant, en tout cas, on ne le voit pas. J'aimerais revenir sur des choses un petit peu concrètes, notamment sur Total. On a vu un petit peu Total revenir en arrière et dire que finalement, ils ne sont pas impliqués. Par contre, on a eu en face, et tu en as parlé tout à l'heure, la réaction des États-Unis par rapport au gaz de schiste. On les a vus un peu très impliqués. Le secrétaire d'État américain chargé des affaires commerciales qui dit non seulement que c'est une bonne chose, que les Américains vont aider ou peuvent aider les Algériens pour aller vers cette exploitation de la ressource. Est-ce que les Américains ne sont pas en train de prendre un risque? En fait, attends, excuse-moi, un risque. Est-ce que les Américains ne prennent pas un risque justement en se positionnant de manière aussi forte sur une question très contestée? En fait, les Américains ont été très prudents. Ces réactions ont été faites au lendemain de l'attaque qui a été subie par leur base de vie, celle de Halliburton. Donc les manifestants anti-gaz de schiste voulaient s'approcher de la base de vie pour peindre des trucs sur les murs. Ils ont été réprimés. Mais les déclarations du sous-secrétaire d'État ont été très, très prudentes. Il n'a pas exactement dit ce que l'Ouatan a rapporté et ce que tous les médias ont rapporté. Une question lui a été posée sur l'aide des États-Unis au gaz de schiste. Il a dit si les Algériens nous demandent de l'aide, oui, nous les aiderons, mais nous ne sommes pas ici pour décider à leur place. On n'est pas là pour dire... Voilà, oui, le message était clair. Les journalistes lui ont posé aussi la question de savoir s'ils étaient impliqués. Il n'a pas répondu. Si les Américains étaient impliqués, il n'a pas répondu. Pour l'aide apportée au gaz de schiste, la réponse américaine, elle est claire. Voilà. On les aide si on nous demande, mais on n'est pas là pour décider à la place du gouvernement algérien. Écoute, moi ce que je note, d'abord c'est ce que disent les Américains. J'ai lu et relu. C'est très convenu. Ils ne peuvent pas dire plus, ils ne peuvent pas dire moins, et leurs propos sont extrêmement mesurés. Donc voilà, ils ont envie de gagner de l'argent, ils disent ce qu'il faut pour ça. Pas plus. Mais pas nuancé. Si, c'est très précis, c'est carré. C'est des Américains. La deuxième chose, c'est que en termes de communication et de propagande, les protestateurs ont encore gagné du terrain. Anadarko qui serait dans le sud, Total, qui y aurait un deal pour accepter le 4e mandat, etc. Ce sont des idées qui circulent sur les réseaux sociaux, qui ont de l'influence. Et le gouvernement est en train de perdre du terrain. Il avait tout perdu, il perd encore. Donc voilà. La deuxième chose, c'est sur un point qui me gêne beaucoup.
sur l'action des protestataires quand ils sont allés sur une base où étaient supposés être présents des Américains. Il y a eu Tigentourin. Il y a eu la mort de l'ambassadeur des États-Unis en Libye. Il y a le fait que l'Algérie n'arrive plus à ramener des étrangers en Algérie. Cette question des étrangers est extrêmement sensible. La connerie que les protestataires peuvent faire, c'est de s'attaquer à des personnes étrangères en Algérie. Ça, il faut vraiment éviter. Dans n'importe quelle condition, il faut éviter. C'est trop sensible, c'est trop risqué, c'est un terrain sur lequel il ne devrait pas aller du tout. Je ne pense pas que les militants projetés d'assassiner qui que ce soit sur la base de vie, ni toucher aux gens là-bas. Je ne sais pas. Que les policiers... Je peux terminer. Que les policiers prennent leurs précautions, je suis tout à fait d'accord. Qu'ils les protègent, je suis tout à fait d'accord. Au consulat américain en Libye, c'était supposé être une manifestation pacifique. Il a suffi que quelques types viennent, des pros, et ils ont tué l'ambassadeur. Donc tu ne sais pas comment ça se passe. Le chef de région militaire est allé sur place. Ça veut dire qu'il se pose des questions. Il faut en tenir compte. J'ai dit l'autre jour, dans une crise pareille, il faut que les protestataires pensent à ramener la solution parce que le gouvernement est incapable de ramener la solution. Ils sont obligés de prendre en charge ce type de questions. En théorie, ce n'est pas à eux de penser à ça. Le pays s'est effondré et c'est à eux aujourd'hui de penser à ça. Je voudrais quand même rappeler une chose qu'on a omis de dire à propos du communiqué du MDN. Il fait dire que le général Hatem Nia a demandé aux gens de lever le sit-in. C'est quand même important. C'est dans le communiqué de lever le sit-in. Et ça va totalement contraire à la communication des contestataires qui disait que le général Hatem Nia leur a dit vous pouvez continuer à occuper la place Sogo. Non, c'est pas ça. Précisément, c'est arrêter le sitting à proximité de la base de vie de Haliburton, mais ils peuvent maintenir celui à côté de la Daïra, dans le centre de la ville. Voilà. Il leur a adressé un périmètre. Non, juste un mot sur les États-Unis pour dire qu'il ne faut surtout pas croire que le secrétaire d'État adjoint a parlé de l'Algérie dans un contexte algérien. Il a répondu à des préoccupations américaines. Il répond à un agenda américain et je pense qu'il a fait cette déclaration vis-à-vis des entreprises américaines qui voudraient exploiter des hydrocarbures conventionnels ou non conventionnels dans ce pays en disant on est là, on est présent, on ne vous lâche pas. Il ne faut absolument pas voir cette déclaration des Américains avec un point de vue algérien en se disant que les Américains sont inquiets de ce qui se passe. Non. Ils répondaient à leurs citoyens. Et donc c'est une position bien courageuse des États-Unis de s'engager autant dans une situation très, très difficile au moment où une grande contestation... Moi, je pense juste qu'ils étaient dans leur rôle d'autorité américaine de dire à leurs entreprises vous pouvez continuer à avoir envie de vous développer dans ce secteur-là, dans ces pays du Sahel et en Algérie, nous, on est là. Mais je ne pense pas que c'était une réponse vis-à-vis du gouvernement algérien ou du débat algérien.